Bonjour le Figaro, merci d'être avec nous. On se retrouve en ce jeudi pour parler d'un gros site dont vous avez peut-être entendu parler, j'en suis pas sûr. YouTube, géant de la vidéo sur Internet qui a plus d'une décennie, qui s'est imposé désormais sur le marché d'Internet, racheté par Google, qui est désormais bien la référence. Si on veut faire de la vidéo, si on veut voir de la vidéo, c'est par YouTube qu'il faut passer. L'industrie a évolué, les acteurs ont évolué, les réactions des gens et les façons de travailler sur YouTube ont changé. Tout a changé, c'est devenu aujourd'hui un monde à part entière. Pour commenter ce monde à part entière, Vincent Manilev est avec nous. Merci d'être avec nous, Vincent. Bonjour, merci de me Tu recevoir. es journaliste, on a pu te voir dans de nombreux médias, mais tu es également, entre guillemets, un spécialiste de YouTube. Tu n'aimes pas trop ce terme. Mais voilà, tu connais très bien ce site, tu viens d'écrire un livre à ce sujet, tu vas nous en parler un petit peu plus tard, mais également Marie-Amélie Putala, que j'espère Bonjour. que vous connaissez si vous venez souvent sur le Figaro, à l'origine des créatures du web, une excellente série sur eh bien, les youtubeurs notamment, mais également sur les internautes sur Internet du Figaro. On a pu Si vous avoir l'avez pas encore nombreux regardé, invités. c'est le moment de s'y mettre. Tout à Je fait. pense que le lien devrait apparaître magiquement dans le chat dans quelques minutes. On va vous montrer ça. Derrière nous, vous voyez notre troisième invité, c'est YouTube. On va y aller ensemble. On va décortiquer les connaissances de Vincent, lui demander comment fonctionnent les rouages de cette plateforme pour savoir comment cela fonctionne. Et ainsi, en même temps, on va pouvoir se balader un petit peu. N'hésitez pas, vous, à nous dire si vous allez sur YouTube. Question principale, est-ce que vous y allez beaucoup? Est-ce que vous y alliez de temps en temps? Est-ce que vous les consultez par hasard? Est-ce que vous avez une grosse consommation de musique, de youtubeurs, de chroniques sérieuses, de chroniques françaises, américaines? N'hésitez pas à nous dire votre consommation, on va en débattre. Dites-nous également si vous n'allez pas du tout sur YouTube et si vous pensez que eh bien, cette plateforme vous est inutile et que vous la critiquez. N'hésitez pas à réagir et à nous donner tous vos commentaires en direct. Nous sommes en direct sur Facebook, mais également sur la home du Figaro. Première question, Vincent, qu'est-ce que tu regardes toi sur YouTube? Alors, je suis peut-être pas le meilleur exemple parce que moi, je me perds, je me noie dans YouTube à peu près quotidiennement. Donc, c'est-à-dire que je vais regarder les vidéos qui sont en tendance, qui sont les plus vues à un instant donné. Je vais voir les vidéos de gens que j'aime bien, de gens que j'aime pas, dont le contenu me dérange, dont le contenu me plaît. Je dois dire que je pense que oui, voilà, l'algorithme qui regarde mon compte et ma consommation de vidéos doit être un peu confus parce que c'est vrai que je peux regarder tout et n'importe quoi. Tu as quelques références vraiment que tu adores ou qui t'ont peut-être fait aimer YouTube ces 10 dernières années, par exemple? Alors, il y avait évidemment des exemples. Dans la première génération de youtubeurs, entre guillemets, il y avait évidemment Antoine Daniel, je regardais Norman, je me rappelle, lycée, à la fac, etc. Puis par la suite, mes goûts sont un peu évolués. Je suis allé chercher des chaînes un peu plus petites qui mériteraient beaucoup plus d'abonnés. Mais aujourd'hui, j'adore consommer des vidéos de quelqu'un qui s'appelle Copain du Web, des Glamouses, Emma Ebouané. C'est des chaînes qui ont quelques dizaines de milliers d'abonnés au moins, mais qu'on voit pas forcément sur la plateforme comme ça, mais qui méritent vraiment le détour. Voilà. Alors, vous êtes déjà plusieurs, je t'ai coupé très rapidement, Marie-Amélie, à être avec nous. Bonjour, Grain de Sable, qui dit que YouTube est devenu un véritable réseau social. C'est en effet une plateforme d'interaction à travers les commentaires importante. Edith, bonjour à vous. Nous allons bien, merci de demander. Et bon après-midi à vous également. Merci d'être avec nous. Voilà, Farouk qui nous demande voilà, si le métier de youtubeur peut être un métier à part entière. C'est un sujet qui est très intéressant. On va en reparler très rapidement. On a peut-être des commentaires déjà, Marie-Amélie. Ouais, en fait, c'est intéressant parce que je vois que... Est-ce que c'est Edith qui parle de la musique, qui dit... Oui, c'est ça, YouTube c'est très bien, je regarde les vidéos de musique. Et quand on a posé tout à l'heure la question sur Twitter de la même manière, est-ce que vous regardez YouTube et pourquoi, on a eu plusieurs commentaires qui nous disaient, justement, c'est pour la musique. Alors que toi, tu vois, quand tu nous parles de créatif, de créateur. Comment tu l'expliques, ce côté j'y vais pour la musique? Oui, c'est vrai que moi, quand on pense YouTube, on peut penser aussi YouTubeur. Et moi, comme c'est des gens qui créent essentiellement, voire uniquement sur cette plateforme, c'est ce qui m'a intéressé, c'est un modèle économique à part entière. Mais pour des gens qui font de la musique, des artistes qui veulent publier des clips, YouTube, c'est devenu le meilleur moyen aujourd'hui de diffuser sa vidéo. Il y a Donald Glover avec This is America il y a quelques jours. Il a explosé les compteurs. Il a fait, on peut le voir, je crois, plus de 100 millions de vues. Presque 200 millions en quelques jours à peine, ce qui est incroyable. C'est pour un musicien, un artiste, c'est un moyen de devenir viral, de diffuser ce contenu le plus facilement possible. Et c'est
la télé aujourd'hui, pour les clips, c'est devenu compliqué. Il faut convaincre la télévision. Là, n'importe qui peut diffuser son clip et sa musique. Donc c'est parfait. Voilà. Farouk nous demande un peu au débeauté, mais comment est-ce qu'on fait pour contrôler les contenus des vidéos dont certains peuvent être considérés comme illicites? Est-ce que tu sais un peu comment YouTube gère ça? Alors, YouTube repose essentiellement, donc YouTube, Google, les modérateurs reposent essentiellement sur le signalement des internautes. C'est-à-dire que sous la vidéo, si vous estimez qu'il y a un contenu qui est contraire aux règles de la communauté YouTube, vous pouvez le signaler et alerter Google et YouTube là-dessus. S'il y a un certain nombre de signalements, YouTube va l'analyser et juger et essayer d'analyser la vidéo et dire est-ce que c'est contraire ou pas aux règles, et en fonction, la vidéo pourra être soit démonétisée, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus faire d'argent, soit elle va être tout simplement supprimée. Il peut y avoir aussi des avertissements vis-à-vis des créateurs dans ce cas-là. Donc voilà, mais c'est YouTube, il y a tellement de contenu, il y a plus de 400 heures de vidéos qui sont publiées chaque minute sur YouTube. Donc évidemment, YouTube, d'un point de vue humain, ne peut pas tout contrôler, donc il se repose sur la communauté d'abonnés et des gens qui regardent des vidéos. Et Farouk parlait de contenu illicite. Est-ce que Google se pose la question justement des législations par pays, ou c'est sa propre charte, ou comment il gère ça? Alors, YouTube défend l'idée qu'elle est une plateforme d'hébergement de contenu avant tout. C'est-à-dire qu'elle essaye de ne pas assumer son rôle de média, ce qu'elle est devenue selon moi, mais qu'en gros, si c'est contraire à la loi d'un pays, normalement on peut le signaler et dans ce cas-là, ça va être analysé et pris en charge. Après, dans les faits, c'est très compliqué pour YouTube d'anticiper une polémique. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu, par exemple, YouTube Kids, qui est une plateforme un peu parallèle à YouTube, où il y avait des contenus soi-disant pour les enfants. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de parodies de dessins animés qui étaient en fait très dérangeants. Et ça existait depuis plusieurs années déjà. Mais il a fallu qu'il y ait une mobilisation populaire d'internautes, de médias, pour que YouTube réagisse enfin et fasse évoluer sa plateforme et mette de nouveaux critères pour mieux contrôler ça. Mais c'est vrai que YouTube, en général, c'est rarement les premiers à anticiper ce genre de situation. On change de sujet, c'est Jeanne qui nous pose une très bonne question. Est-ce que les youtubeurs réalisent l'influence qu'ils peuvent avoir sur les jeunes, qui ont ce côté un peu star, à ton avis? Oui, je pense, parce que y a même un mot, mais que les youtubeurs, les vidéastes rejettent, il y a le mot d'influenceur, mais c'est un mot dans le marketing de ce domaine-là, de cette industrie-là, qui est très établi. C'est-à-dire que un youtubeur qui entretient un lien de proximité très important avec sa communauté, il a l'impression d'être ami avec son vidéaste préféré, presque. On est invité un peu dans sa chambre, dans son monde, on le suit au quotidien sur les réseaux sociaux, des fois il nous répond. Donc il y a un lien de confiance qui s'établit. Et effectivement, quand un youtubeur fait un placement de produit, ce genre de choses, il sait que c'est un conseil d'amis presque auprès de sa communauté, et donc il va avoir une influence sur la volonté de ses abonnés à acheter ou non un produit. Il y avait eu des statistiques qui étaient sorties, mais il y avait plusieurs milliers de jeunes femmes abonnées à des chaînes lifestyle qui avaient répondu à un questionnaire, et c'était à peu près 80% d'entre elles qui répondaient avoir déjà acheté un produit après avoir vu une vidéo de leur youtubeuse préférée. Donc voilà, donc pour les marques, c'est génial en fait. Et ça, c'est sur la partie plus commerciale, on va dire, mais sur le côté un peu plus moral. Je sais pas, je repense à l'évolution de l'image de certains gros youtubeurs, comme tu vois un David Lafarge qui est parti avec une communauté très jeune et avec une volonté de faire des contenus friendly pour les enfants, on va dire compatibles pour les enfants, en bon français, et qui aujourd'hui se retrouve presque dans des aventures qui sont pas celles de stars de la télé-réalité, on va dire. Comment est-ce que tu as un avis là-dessus? Comment tu l'observes? Oui, je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que David Lafarge, pour prendre son cas en particulier, il a grandi, il était très jeune quand il a commencé les vidéos, il parlait de Pokémon, etc. Et il était beaucoup plus proche de son audience. Aujourd'hui, il a grandi, il a évolué, et il n'y a pas longtemps, il a dû faire une vidéo pour expliquer que oui, il fumait, mais c'est parce qu'il est adulte, il est majeur, etc. Et ça, sa communauté ne le comprenait pas, parce que c'est souvent des jeunes enfants qui le regardent pour ses déballages de cartes Pokémon, pour ses dégustations, etc. Et c'est vrai que maintenant, il y a un décalage qui s'est un peu établi. C'est pareil un peu, je trouve, pour Cyprien aussi, où en gros, maintenant, Cyprien, il a beaucoup plus d'ambition de faire des courts-métrages, et que les vidéos face caméra avec des perruques, il en fait toujours parce que c'est ce qui plaît le plus, mais c'est pas ce qui plaît, je pense, le plus à lui, c'est pas ce qu'il a envie de faire aujourd'hui. Donc effectivement, auprès des abonnés, maintenant, il y a peut-être différentes attentes, etc. Mais
pour le coup, je pense qu'ils ont très bien conscience que s'ils disent je peux faire un prank, une caméra cachée, comme on dit, il y en a beaucoup qui vont avoir envie de faire pareil ensuite, quoi, parce que c'est un peu leur idole, c'est des rockstars, hein, certaines. Tu dis c'est un peu des rockstars. Je me souviens dans un des podcasts que tu animes, tu parlais du Vidéo City Paris et de la force d'attraction qu'ont ces personnes-là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça ? Oui, j'ai plusieurs exemples là-dessus. Au Vidéo City Paris, donc effectivement, c'est le plus gros salon de youtubeurs en France. À un moment, je me baladais sans savoir trop où aller, parce qu'il y avait un peu des marques partout. Mais simplement, à un moment, je me suis fait un peu bousculer par plein d'enfants de 12-13 ans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, 5 mètres derrière moi, il y avait Norman, entouré de gardes du corps, avec les lunettes de soleil. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, le pouvoir d'attraction de cette personne, c'est incroyable. Il n'y a pas longtemps encore, dans le cadre d'une intervention au Forum des Images, je marchais avec d'autres près de Cyprien, à Châtelet-les Halles. Et on sentait qu'il y avait potentiellement beaucoup de gens qui pouvaient fondre sur lui. On essayait de le cacher un petit peu, il avait ses lunettes, etc. Mais c'est vrai que ces personnes-là, ces stars-là, les plus importants, ils ne peuvent pas marcher dans la rue sans se faire reconnaître par une partie de la population en tout cas. Soit les parents qui viennent « Ah, mes enfants vous adorent », mais c'est pas non plus tout le monde qui va venir embêter Cyprien ou Norman. Et c'est vrai que faut pas, quand on est youtubeur, traîner dehors vers 16h30 à la sortie des cours, etc. Ça peut être dangereux. N'hésitez pas à nous poser vos questions, on peut voir vos commentaires. Alors oui, en effet, je ne parle pas beaucoup, c'est parce que j'essaye de regarder vos commentaires en direct, et également d'illustrer ce que peuvent dire Vincent et Marie-Amélie pour que vous puissiez voir derrière les images. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Moi justement, je les reprends pour les retransmettre. N'hésitez pas. Voilà. On a également donc une question un commentaire de Claudette qui nous disait, elle, que sur YouTube, c'était les citations célèbres, la poésie, la musique qu'elle aimait, et des vidéos drôles également. C'est vrai que l'usage sur YouTube est très large et très divers. Aujourd'hui, je pense que c'est bien plus large même que ce qu'une télévision ou un satellite peut proposer. Moi, vraiment, on peut l'affirmer sans problème. On peut trouver tout ce qu'on veut sur YouTube. On peut taper n'importe quel mot, il y aura une vidéo qui va en parler. Moi, il n'y a pas longtemps... Quand je regardais des vidéos de youtubeurs qui parlaient de chicha par exemple, j'ai vu des gens s'énerver contre Jean-Luc Reichmann sur TF1 et son émission Les 12 coups de midi. Vraiment, YouTube pour moi c'est un vrai reflet de la société, dans ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire. Mais aujourd'hui il y a tellement de contenu disponible, et en français vraiment, que c'est impossible qu'il y ait un sujet qui n'ait pas été couvert à ce jour, quoi. Alors là, on est en direct, d'ailleurs on prend vos questions. YouTube a aussi sa plateforme de direct. Qu'est-ce que tu t'en penses ? Est-ce que tu trouves que vis-à-vis de la concurrence, celle de Facebook notamment, où on est en direct dessus, ou peut-être d'autres plateformes comme Twitch, est-ce qu'elle est solide ? Ou le Figaro, bien entendu. J'allais principalement parler de la plateforme du Figaro. La principale. Et qu'est-ce que tu penses de cette concurrence ? Est-ce que YouTube arrive à justement se défendre ? Alors, c'est un peu compliqué parce que YouTube, ils ont donc lancé une plateforme de live qui s'appelle YouTube Gaming, où en gros, l'objectif, c'était de concurrencer Twitch, qui est la plateforme vraiment reine pour le live et pour ceux qui font des jeux vidéo, qui jouent à des jeux vidéo en direct. C'est très, très, très compliqué. Et même, en fait, il y a tellement un ras-le-bol actuellement vis-à-vis de YouTube, des nouvelles règles de monétisation, un manque de transparence complet, qu'il y en a de plus en plus qui s'interrogent sur le fait d'aller un peu ailleurs, et Twitch, pour les lives, ça devient évident. Il n'y a que quelques gros youtubeurs qui ont des relations très privilégiées avec YouTube, comme Norman, comme David Lafarge, comme The Kerry, etc., qui font leur live sur YouTube. Mais par exemple, il y en a d'autres qui font sur les deux. Et puis même, sur Twitch, ça fonctionne mieux. Et en fait, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils font leur live sur Twitch, et ils mettent le replay, donc la rediffusion de la vidéo, sur YouTube. Mais en termes de live, YouTube, c'est vraiment pas... quelque chose qui est complètement établi. Même s'il n'y a pas longtemps, il y a eu un record incroyable de gens en direct sur un live du jeu vidéo Fortnite, qui est le jeu vidéo phare actuellement. Mais non, c'est vrai qu'en termes de concurrence, c'est plutôt Twitch qui domine, et Facebook, c'est pas vraiment ça, je dirais. C'est encore un peu difficile, et ouais, tu parlais de sa plateforme de gaming qui, du coup, s'est un peu effondrée en tentant de partir à l'assaut de ce marché compliqué. Je vais te laisser la parole à Marie-Amélie. Tu avais lancé tout à l'heure un sondage sur Twitter. Tu demandais aux gens donc s'ils regardaient YouTube et pourquoi. On a quand même 61% de personnes qui répondent oui
beaucoup. On voit que c'est sûrement ancré dans les usages des gens, hein, bien que ce ne soit pas un sondage exhaustif et officiel. C'est pas représentatif, c'est représentatif que des gens qui ont bien voulu cliquer sur mon petit vote à ce moment-là. Tout à fait. Voilà, en tout cas, beaucoup de commentaires. On va essayer d'en reprendre quelques-uns aussi. Vous y étiez peut-être. Est-ce que je happe parce que j'aime bien les commentaires de Grognon et qu'on a World for Life qui est très grognon sur le Figaro et qui nous dit quelle bêtise YouTube, je me permets de remplacer ces mots. Pour trouver des gogos et se faire de l'argent, c'est le meilleur moyen. Est-ce que vraiment YouTube, c'est encore un bon moyen de se faire de l'argent aujourd'hui, tu penses ? Pas du tout. Vraiment, je pense qu'il y a un fantasme qui est encore assez important et qui fait que beaucoup de gens pensent qu'on peut faire de l'argent facilement avec YouTube. C'est pas du tout le cas. Je dirais, j'ai pas de statistiques précises, mais je dirais que 99% des youtubeurs ne vivent pas ou pas bien de leur activité ou passion, ça dépend à quel point ils sont impliqués là-dessus. Mais non, vraiment, les grosses vedettes gagnent très bien leur vie. Tant mieux pour elles. C'est souvent des vedettes qui sont arrivées au début, qui étaient là quand il y avait plus de place, que le gâteau il y avait encore des parts du gâteau à se partager. Mais maintenant, non, il y en a certains, même avec les publicités devant les vidéos, il y en a qui gagnent peut-être 15 euros en 3 mois. Enfin, c'est vraiment ridicule. Et c'est souvent une activité à perte parce qu'il faut investir dans du matériel et ce genre de choses. C'est vrai que pour certains, ça fait même réfléchir sur le terme lui-même de popularité, puisque certains ont des millions d'abonnés ou des milliers d'abonnés et ont du mal contrairement à ce qu'on peut penser, à arrondir les fins de mois. C'est ça qui est intéressant avec, nous vous pouvez le voir dans les créatures du web, ils nous l'ont quasiment tous dit, certains se sensaient, donc on a pu voir François Descraques, Bruce Bannerman de y penser, on a pu voir également les gens des Tout le monde s'en fout. Tous ces gens-là nous disent que soit ils ont eu de la chance en tombant au bon moment, parce qu'il fallait se prendre la part de marché sur en tout cas la chronique qu'ils utilisaient dans la science, dans l'opinion, dans la fiction par exemple sur YouTube qu'on retrouve également, et d'autres se sont dit moi je suis arrivé bien avant tout le monde et si j'étais arrivé plus tard ça n'aurait jamais marché, personne ne me connaîtrait. Dans ce sens-là, pardon, je complète juste ton propos puis après je fais l'effet, mais il y a Chen qui nous dit Big Fan Chen, je sais pas quel est son prénom et quel est son nom de famille et puis je l'écorche certainement donc je m'excuse, qui dit est-ce que les youtubeurs célèbres font d'ailleurs des illusions aux jeunes et qui leur font croire que tout le monde peut ainsi réussir sans effort? Est-ce qu'il y a un peu cette illusion-là quand même? Je suis pas sûr parce que quand on regarde des interviews, notamment Squeezie qui était chez Ardisson, il dit bien à un moment que c'est très compliqué d'en vivre, qu'il y en a beaucoup qui n'en vivent pas. Même David Lafarge, dont on parlait tout à l'heure, il avait fait une interview sur France 2, c'était dans l'émission de Faustine Bollard, je crois, où en gros, il donnait une échelle sur ce qu'il gagnait par mois, et c'est cet extrait-là qui a été retenu par beaucoup de youtubeurs, mais quand on regarde l'interview en entier, on voit qu'il explique que la grosse majorité des gens n'en vivent pas, donc je pense qu'ils mettent vraiment en garde les gens qui auraient envie de se lancer. Et moi, j'ai souvent entendu ce discours, faites ça d'abord pour vous amuser, pour parler de votre passion. Ne faites pas ça pour gagner de l'argent, c'est pas le bon moyen de procéder. Après, on peut se dire, pour des gens qui étaient là au tout début, c'est peut-être plus facile de dire ça maintenant qu'ils sont installés, etc. Mais aujourd'hui, c'est quand même une réalité. Tu parlais de Squeezie et de son passage chez Ardisson, un passage plutôt douloureux, je pense qu'on peut le dire, si on connaît un petit peu, qu'on l'aime ou pas, hein, Squeezie, mais c'est vrai qu'il était un petit peu pris de haut et était considéré comme quelqu'un qui gagne de l'argent en jouant des jeux vidéo chez lui ou en faisant des vidéos comme ça, alors que c'est un vrai métier. Hein. Derrière, il y a beaucoup de fonds qui sont mis en place, ça prend beaucoup de temps, ça prend du montage, du travail. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de cette considération des youtubeurs, par exemple, dans le reste de la population, qui parfois peut les critiquer en disant toi t'es un petit jeune qui vit ta vie en jouant à des jeux? Alors c'est vrai que c'est de moins en moins le cas, ça évolue, les mentalités évoluent, mais il y a toujours cette image effectivement du youtubeur qui raconte des bêtises devant la caméra dans sa chambre et qui fait pas grand chose de sa vie, etc. Ardisson avait un côté très provocateur, comme on le connaît, comme il l'a toujours fait, mais c'est vrai que des fois c'est pas encore considéré comme un métier à part entière et c'est même très difficile de mettre un mot véritable là-dessus parce que il y a le mot vidéaste, il y a le mot créateur, le mot youtubeur plaît pas tellement parce ça donne l'impression qu'ils appartiennent à YouTube, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est vrai que pour eux c'est difficile des fois même eux-mêmes de se décrire des fois quand il faut par exemple à Pôle emploi mettre son nom. Je crois qu'il y avait un youtubeur qui avait dû à un moment mettre clown
quand il avait dû décrire sa profession. Je crois que c'était Pierre Cross d'ailleurs, mais il faudrait vérifier. Mais c'est très 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 compliqué. Effectivement, il n'y a pas une considération qui est énorme, même si maintenant c'est de plus en plus le cas. Maintenant, ce sont des chefs d'entreprise, pour les plus gros en tout cas. Squeezie notamment, il a quelqu'un qui l'aide à monter ses vidéos. Il a eu un network, ce qu'on appelle un network derrière lui, une agence, une boîte de prod qui l'aide à trouver des partenaires, chez qui il a ses studios, etc. Donc maintenant, c'est vrai que ça représente tellement d'enjeux sur tout un tas de plans que c'est difficile de nier que youtubeur maintenant c'est un métier et c'est quelque chose de sérieux, quoi. De mémoire, dans ton livre, tu parlais aussi du passage de Natou chez Laurent Ruquier. Grain de sable dit Thierry Ardisson est apparu comme ringardisé par rapport à cette génération de youtubeurs. Est-ce que finalement, c'est pas la télé, une certaine forme de télé, du moins, qui souffre qui a dû se rendre compte qu'elle passait un peu pour has-been en ayant cette attitude-là? C'est la confrontation de deux populations. Une population qui est née avec la télé, qui a été habituée à regarder la télé, à regarder le JT du 20h, à ces émissions de flux où il fallait être là à l'instant T pour regarder une émission, etc. Face à des gens qui sont nés un peu après ou qui ont grandi progressivement avec Internet et qui maintenant délaissent un peu plus la télévision ou qui la regardent en replay parce que On n'est pas couché fait des bons scores d'audience en replay sur YouTube. Ardisson, son interview de Squeezie, je crois, c'est la plus vue de la chaîne de l'émission. Donc, en un sens, je pense qu'il savait un petit peu que ça allait marcher dans ce sens-là. C'était pas un si mauvais calcul. Voilà, non, je pense qu'Ardisson est très content de lui. Simplement, je pense qu'effectivement, maintenant, les usages évoluent. La télévision est de moins en moins regardée en direct. Et simplement que, voilà... il y a une audience qui est en train d'être un peu... qui s'échappe un petit peu de la télévision et des annonceurs. Il y a une question de Farouk qui, moi, concerne le chapitre de ton livre qui m'a le plus intéressée, où j'ai appris plein de choses. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'est créé YouTube et comment ça s'est passé? C'est quoi la genèse? Alors, la genèse, elle est assez marrante parce que... comme beaucoup de startups américaines qui deviennent des boîtes énormes. Il y a un peu une légende autour de l'histoire de YouTube. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 3 anciens employés de PayPal, qui étaient partis avec un joli petit chèque, s'étaient rendus compte, l'histoire dit que c'était lors d'un dîner, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de moyen de partager facilement les vidéos entre eux. C'est-à-dire qu'il fallait... la télécharger sur un site et ensuite l'autre devait la télécharger. On ne pouvait pas regarder en streaming, en fait, comme ça. Et donc, ils sont décidés de régler eux-mêmes le problème et de monter une plateforme où les gens pourraient télécharger leurs vidéos et comme ça, envoyer le lien et comme ça, les gens pourraient regarder beaucoup plus facilement. Ce qui est amusant, c'est qu'au début, c'était pas du tout fait pour être une plateforme où on allait retrouver des chatons, Cyprien, etc. C'était vraiment un site, normalement, de rencontres. Les chatons et Cyprien dans cet ordre-là. Dans l'ordre historique, c'est vrai que les chatons, je pense, sont arrivés peut-être légèrement avant Cyprien. Non, et oui, c'était un site de rencontre où ce qu'ils avaient en tête, c'était que... très bonne vidéo. Les chatons arrivent. Effectivement, le but, c'était que des gens se filment, fassent un petit peu leur profil, et se présentent et disent un petit peu quel type de personne ils recherchaient. Sauf qu'en fait, en mettant le site en ligne, ils se sont rendus compte que les gens faisaient n'importe quoi avec. Ils faisaient tout sauf chercher des rencontres a priori. Ils ont dit, écoutez, on va aller dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un joli n'importe quoi. J'aime bien Thibaut qui en même temps fait l'exercice dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il tape des mots-clés sur YouTube et il voit s'il y a des choses qui s'affichent. Hein, c'est assez dingue, hein. Je pense qu'on peut faire l'essai. Je pense que ça marche à peu près avec tout. Ouais. Vous pouvez nous faire des propositions, on va essayer, tant qu'elles sont respectables, nous les essayerons dans la barre de recherche. On avait une question très intéressante de Maud qui demandait s'il y avait des moyens d'encadrer ce que peuvent voir les ados, comment ils perçoivent et comment ils intègrent ce qui passe sur YouTube, puisque comme à la télé, tout passe sans aucun contrôle, il peut y avoir, j'imagine, du blocage parental, mais comment est-ce qu'on peut faire justement? Est-ce qu'il y a par exemple des organismes qui s'en occupent? Alors, des organismes qui s'en occupent en tant que tels, pas vraiment, c'est juste qu'il y a des associations qui essaient de protéger un petit peu les adolescents, les enfants, et au moins de faire de la prévention sur ce genre de contenu. Ce qu'on peut faire simplement, c'est...
En fait, il y a le compte, il y a le compte même qui est utilisé pour regarder des vidéos qui est très important parce que normalement il faut avoir 13 ans pour avoir son propre compte et regarder des vidéos. Il y a beaucoup d'enfants qui passent par le compte de leurs parents et donc qui n'ont plus le blocage, l'accès à 18 ans. Donc déjà, ça je pense que c'est quelque chose qui peut être assez important et s'assurer que son enfant éventuellement ne tombe pas sur les mauvais contenus parce qu'il utilise le compte du père ou de la mère. Donc il y a déjà ça. Et ensuite, mais tout simplement, je pense discuter avec lui, s'intéresser à ses usages en fait, mais que ça soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, je pense que aller de l'avant avec lui demander quel genre de vidéos il regarde, qui sont ses youtubeurs préférés, et ensuite aller regarder soi-même ce que c'est, ça peut être intéressant et ça peut même juste créer de la conversation avec son enfant et je pense que c'est le meilleur moyen, voilà, établir une discussion et parler de ce que l'enfant regarde, quoi, voilà. Dites-nous hein, si vous avez des enfants, comment vous les encadrez, si vous leur laissez main libre sur YouTube, que vous leur faites confiance, si au contraire voilà, vous avez établi des règles avec eux. Hein, c'est intéressant de savoir comment on fait ailleurs que ici dans cette cabine. Voilà, je te laisse peut-être rebondir sur une prochaine question. Je vois que vous êtes nombreux, hein, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Vincent, vous voyez que il a de quoi répondre et c'est pour le moins intéressant. Tout à l'heure, dans les questions sur Twitter, j'en ai trouvé une plutôt pointue et assez intéressante pour rebondir sur ce que tu disais sur le côté professionnalisant 1, 2, 3 des youtubeurs. Est-ce qu'on peut toujours dire qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont indépendants et pas mainstream ? Alors, tout dépend ce qu'on entend par mainstream. Je vais peut-être plus sur le mot indépendant. Indépendant, ça veut dire qu'on ne dépend pas de groupes, d'entreprises qui nous encadrent, etc. Là, il y en a effectivement. Mathieu Sommet, il n'y a pas longtemps, il a lancé ce qui s'appelle le Curie Club. Donc, c'est un collectif de créateurs où justement le but, c'est de ne pas être dépendant de publicité, de network, de marque. Après, il y en a beaucoup qui ont rejoint donc, voilà, ce qu'on appelle les networks, ces boîtes de production qui leur donnent des moyens pour produire leurs vidéos, qui les aident à négocier leurs contrats avec des marques, qui leur offrent un accompagnement comptable même, hein, pour les aider même à déclarer leurs impôts, parce que c'est pas comment déclarer des impôts quand on est youtubeur et que c'est difficile d'écrire son métier. Donc je pense que c'est de plus en plus difficile d'être indépendant sur YouTube parce que tous ces groupes de youtubeurs qui ont rejoint des entreprises se cèdent mutuellement aussi. C'est-à-dire qu'on rejoint c'est ce qui s'appelle Mixicom et sa filiale Talent Web. C'est là où il y a Cyprien, Norman, McFly et Carlito. On va potentiellement avoir plus de facilité pour faire des vidéos avec eux, pour apparaître dans leurs vidéos et donc faire grimper sa propre chaîne. Donc pour eux, rejoindre un network, c'est un peu le Graal pour certains. Après, il y a des risques, il faut bien faire attention aux contrats qu'on signe, au pourcentage qu'on va reverser au network quand on négocie des contrats. Mais effectivement, l'indépendance, surtout si on veut en vivre et qu'on n'a pas de communauté solide qui peut nous soutenir directement derrière, c'est très très compliqué. Alors je pense que dans le non-mainstream, si je lis l'intégralité du message de l'internaute, c'était médias indépendants et non-mainstream qui ne dépasseraient jamais les ondes détenues par le média business. Je pense qu'il sous-entend il fait une vraie différence entre les médias traditionnels et le message potentiellement alternatif, disons, véhiculé sur YouTube. Je sais pas là encore si je vais répondre correctement, parce que je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais le côté mainstream, maintenant en fait, de toute façon, l'algorithme YouTube encourage le mainstream, encourage le formatage des vidéos, c'est-à-dire qu'il faut des vidéos montées avec des plans cut, il faut que ça soit très rapide, il faut des zooms, il faut parler des sujets qui marchent. Donc là en ce moment c'est Fortnite, le jeu vidéo, il faut parler, c'est comme avant, il fallait parler du hand spinner, il fallait parler du slime, ce genre de choses. Il y a des sujets qui marchent parce que tout simplement quand on fait une vidéo sur un sujet là, et la colonne de suggestion va suggérer des vidéos similaires. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, si on fait une vidéo sur un sujet populaire, on va être suggéré auprès d'autres vidéos déjà populaires. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui adorent clasher, s'en prendre à d'autres youtubeurs en mettant leur nom dans le titre de la vidéo. Comme ça, ils apparaissent plus facilement. Et donc, tout ça, ça fait que les contenus se ressemblent souvent de plus en plus. Et les jeunes qui démarrent, ils regardent leur youtubeur préféré et disent « Ah, mais moi aussi, je peux faire ça ». Et souvent, ils font pareil. Des fois, c'est des contenus pas super intéressants, mais ça marche, quoi. Voilà, ça marche. Et on fait donc du slime, du hand spinner et du Fortnite.
Maintenant du Fortnite, le hand spinner c'est un peu passé, mais en ce moment effectivement faire du Fortnite, on peut facilement grappiller des dizaines de milliers de vues avec un titre en lettres capitales qui accroche bien, quoi. Je vous propose de rendre un dernier hommage au hand spinner en tournant une vidéo à cette invention magnifique qui est désormais décédée. Et moi j'avais une question justement, tu parlais tout à l'heure de l'autonomie des youtubeurs et je me demandais justement quels sont les moyens pour un youtubeur aujourd'hui de gagner de l'argent. Et alors il y a YouTube certes qui peut donner des revenus, mais il y a d'autres choses, par exemple des patrons, des systèmes de crowdfunding, des choses comme ça. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Peut-être que nos internautes ne sont pas très au fait de ces modes de financement. Alors, effectivement, donc, pendant longtemps, l'idée c'était que les publicités placées par YouTube devant les vidéos allaient ramener des revenus. Il y a eu longtemps l'idée que c'était pour 1000 vues, 80 centimes d'euros. Ah oui, c'est un chiffre qui a été donné d'ailleurs par un internaute un peu plus tôt dans la conversation, donc c'est bien. C'est plus du tout le cas, c'est extrêmement variable. Certaines vidéos peuvent rapporter 10 centimes par 1000 vues. Il faut savoir, tout dépend. S'il y a un adblock par exemple, c'est-à-dire un bloqueur de publicité et que la publicité n'est pas vue, et ben ça ne va pas rapporter d'argent. Il faut que la publicité soit regardée, ce genre de choses. Et il y a de moins en moins de contenus qui correspondent aux annonceurs que c'est de plus en plus difficile de vivre de ça. Donc il y a eu ensuite, il a fallu se tourner vers d'autres choses. Il y a les partenariats et les placements de produits, c'est-à-dire c'est des contacts directs ou via leurs agents entre le youtubeur et des marques ou des institutions aussi. Et en gros, ils négocient un tarif en échange donc, soit d'un placement de produit, soit d'une vidéo entièrement sponsorisée sur leur chaîne ou sur la chaîne de la marque. Donc ça, c'est très intéressant. Pour donner un exemple récent, Norman a fait une vidéo pour Netflix sur Stranger Things. C'était pas très bien signalé correctement à mon sens. Cyprien, lui, il a fait un court-métrage. Il n'a pas pu faire de placement de produit dans ce court-métrage parce qu'il y avait une prise d'otage, mais il a fait le placement de produit dans le making-of de ce court-métrage, ce qui est très malin, ce qui lui permet comme ça de financer sa vidéo aussi. Donc ça, il y a cet aspect-là, et ils peuvent aussi, sur les réseaux sociaux, faire des placements de produits sur Instagram, sur Twitter, etc. Et l'alternative, pour ceux qui veulent être indépendants des marques, ils peuvent, s'ils ont une communauté suffisamment importante et solidaire, lancer ce qu'on appelle un Tipeee. Donc c'est l'équivalent français de Patreon, où en gros, les abonnés peuvent donner à chaque mois ou à chaque épisode publié une certaine somme. Et donc, il y en a qui, tous les mois, réussissent à récolter un peu plus de... P en trop. Là, il manque. Hippie. Oui, tu trouves des trucs mais avec des mots qui ne veulent rien dire. Et donc, ils peuvent récolter donc, chaque mois ou à chaque épisode une certaine somme, et ça peut être très intéressant. Ça leur permet d'avoir des revenus réguliers et de ne pas dépendre de marques ou quoi que ce soit, même si bien souvent ils cumulent les deux. Mais après, il y a plus de responsabilité vis-à-vis des abonnés. Ça peut se transformer en pression aussi. Voilà, vous voyez beaucoup de modes de financement différents, mais pas forcément facile justement de s'attirer à la fin du mois un vrai revenu. Il y a également des médias finalement qui se sont un petit peu penchés sur YouTube pour créer des chroniques spéciales, pour créer des types de contenus. Et ça, on en trouve par exemple Allociné, qui a pu remettre plein de ses vidéos, jeuxvideo.com qui a mis quasiment toutes ses chroniques. Qui appartiennent donc à Webedia. Tout à fait. Et comme Mixicom. Et donc c'est un écosystème complet. Et Cyprien donc, et Squeezie, ils travaillent pour Webedia également. Voilà, c'est ça. Est-ce que Webedia est aujourd'hui un géant de YouTube ? C'est vraiment le PSG. Hein. Si on reprend un petit peu c'est le Real de Madrid ou le PSG en France, où effectivement tous les plus gros youtubeurs sont là-bas. Il y en a même, je crois qu'il y en a 4000 en tout, il me semble, si je me trompe pas. Et effectivement, il y a les plus gros youtubeurs qui sont là-bas, et Cyprien. Et récemment, ils ont recruté donc, des gens, donc McFly et Carlito, qui étaient là depuis très longtemps, qui étaient avant chez Golden Moustache, qui appartenait à M6, ont fait un transfert, comme au foot. Ils sont allés signer chez Webedia, où ils ont leur bureau. Donc si on va chez Webedia, on a le bureau du patron de Webedia, juste à côté le bureau de McFly et Carlito, et juste à côté encore le bureau de Squeezie, où ils tournent leurs vidéos. Et effectivement, cette entreprise gère énormément de monde. Natou, si on regarde les vidéos de McFly et Carlito,
tous ceux ou presque, qui participent à leurs vidéos sont des gens de chez Mixicom. Je t'interromps parce que Jeanne dit du coup quel statut peuvent avoir les youtubeurs, freelance, auto-entrepreneurs ou intermittents. Et de mémoire, McFly et Carlito, si j'ai bien suivi, sont salariés de Webedia et c'est un peu une exception, c'est ça? Oui, c'est une exception parce qu'en fait, McFly et Carlito, ils l'ont expliqué il y a pas très longtemps. Carlito l'a expliqué dans un podcast qui s'appelle Nouvelle École, qui est très bien, que je recommande. En gros, il expliquait que la condition pour rejoindre Mixicom, c'était d'avoir un salaire fixe, ce qui n'est pas le cas pour les youtubeurs normalement, puisque c'est des revenus qui sont extrêmement variables. Et du coup, quel statut? Freelance, auto-entrepreneur ou intermittent? Tout dépend en fait des revenus. Auto-entrepreneur, c'est jusqu'à 30 000 euros par an, il me semble. Donc c'est le statut qui est le plus utilisé par les créateurs qui ont peu ou presque pas de revenus à déclarer. Après, il faut créer une entreprise beaucoup plus complète pour déclarer ses revenus autrement. Et là, il faut des comptables, une aide complète pour gérer ça, parce que c'est pas toujours facile. Voilà. Et je reviens sur la super question de Julien. On a commencé à y répondre tout à l'heure, mais on peut peut-être aller un peu plus au fond, qui dit: les youtubeurs sont-ils vraiment libres de parler de tout, mais vraiment de tout? C'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui, beaucoup de youtubeurs que même nous on a pu rencontrer pour les créatures du web se disent parfois, pas censurés, mais en tout cas disent avoir souffert en tout cas parfois de démonétisation ou de coupure de vidéos, alors qu'ils abordent certains thèmes comme la sexualité, comme la féminité. Aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut parler d'une censure de YouTube? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, je pense que vous parlez de Julien Méniel, par exemple, qui a la chaîne Dans ton corps. Et lui, effectivement, certaines de ses vidéos, où il parle de sexualité, mais de manière très pédagogique, sérieuse, intéressante, sont démonétisées. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit d'avoir des publicités devant, et donc éventuellement d'avoir certains revenus. Et dans ce cas-là, ce qui peut arriver, c'est que ça décourage tout simplement. On se dit, je fais une vidéo, je passe énormément de temps dessus, et je ne vais même pas pouvoir espérer gagner un petit peu le peu d'argent que YouTube peut me donner. Et donc certains, ils vont anticiper ça et se dire, mais est-ce que si je parle de ça, est-ce que je vais me faire démonétiser? Donc ça peut créer une espèce d'autocensure aussi, en se disant, il ne faut pas que j'aborde ce sujet-là, sinon je ne vais pas gagner d'argent. Donc il peut y avoir ça qui est assez compliqué. Mais dans un autre sens, il y a des youtubeurs qui sont, à mon sens, assez problématiques, qui peuvent avoir des discours très misogynes, sexistes, voire racistes, qui sont toujours là. Certaines de leurs vidéos sont supprimées, mais elles sont tout de suite re-uploadées, donc retéléchargées ailleurs sur YouTube, sur d'autres comptes. Et ces vidéos sont toujours en ligne, et des fois ça entraîne le harcèlement de certaines personnes, etc. Donc c'est très compliqué, et YouTube là-dessus ne veut pas prendre parti, justement, pour ne pas avoir de responsabilité juridique concrète. Elle essaye de ne pas s'engager. Ce qui compte là-dedans, c'est les annonceurs. Parce que si ça plaît aux annonceurs, c'est mieux. Voilà. Et sur un plan plus large, est-ce que c'est pas un peu risqué, ou en tout cas inquiétant, qu'une boîte privée comme YouTube, et même étrangère, puisse finalement avoir autant de pouvoir sur l'opinion, la parole et le média dans l'opinion générale français, par exemple, puisque du coup aujourd'hui beaucoup de choses qui passent et qui circulent dans l'opinion passent par YouTube désormais, dans les commentaires ou dans les vidéos. Comment est-ce qu'on pourrait gérer ça un jour, ou est-ce qu'il faudrait le gérer peut-être déjà? Mais c'est une question qui ne concerne pas seulement YouTube au final. Facebook, il y a eu énormément de débats, et il y a des débats qui continuent en ce moment même sur comment YouTube met en valeur plus certains contenus que d'autres. Et effectivement, YouTube, je pense qu'il y a une responsabilité qui est importante et inquiétante. Je vais donner un exemple, même plusieurs. Au moment d'une fusillade, c'était dans un établissement scolaire, malheureusement j'ai oublié le nom et c'est terrible parce que j'ai l'impression qu'il y en a en permanence. En gros, il y avait une vidéo complotiste qui était arrivée en numéro 1 des tendances aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y avait une vidéo fausse qui mettait en valeur du contenu faux, des fausses informations, qui était la vidéo la plus importante mise en valeur par YouTube. Il a fallu attendre un certain temps avant que cette vidéo soit supprimée. Il y a quelques jours en France encore, en tendance, il y avait un monsieur réputé pour ses théories un peu complotistes qui était en tendance, qui apparaissait en tendance. Donc il faut se poser des bonnes questions, mais je pense qu'en fait, plutôt que se dire est-ce qu'il faut mieux contrôler ce qui apparaît sur YouTube, il faut déjà se dire, je pense que YouTube a perdu un peu le contrôle de l'algorithme. Je pense vraiment que YouTube ne sait pas toujours ce qui se passe. L'algorithme apprend tellement de lui-même, de nos consommations,
que je pense que des fois il se passe des choses complètement surréalistes et je suis pas sûr que YouTube sache exactement ce qui se passe dans certains cas. Ouais. On vous conseille d'ailleurs de regarder le prochain épisode des Créatures du Web. C'est exactement ce que nous dit l'auteur de la chronique Y penser, Bruce Bannerman, qui lui a presque 1 million d'abonnés et nous a parlé de l'algorithme et nous disant qu'à son sens, il le déclarait très, très sérieusement, il était mal fait et qu'il ne fonctionnait pas puisque, voilà, vous le verrez dans cet épisode qui est en montage, il y avait vraiment un problème vis-à-vis de la demande et que les internautes étaient obligés d'aller vers les contenus qu'ils aimaient alors que c'est l'inverse. Et que rien que ça, déjà, ça fonctionnait pas à son sens à lui, en tout cas, c'est ce qu'il déclarait. Il y a beaucoup de biais dans l'algorithme YouTube. Ouais. Voilà, on va peut-être revenir dans vos questions qu'on a pu voir sur Twitter. Vous avez été nombreux à répondre. Je vous rappelle, vous le voyez au sondage auquel on vous a soumis Marie-Amélie tout à l'heure. 61 personnes disent 61% des qu'elles votants disent qu'ils vont beaucoup sur YouTube. Tout à l'heure, quelqu'un nous disait dans les commentaires oui, 61, ça fait pas beaucoup. Enfin, 61 à oui, souvent, plus les 25 qui disent quoi régulièrement, je sais plus. Oui, parfois. Bon, ça fait quand même une écrasante majorité qui fréquente le site. Et on sait qu'effectivement, le nombre de Français qui consomment des contenus sur YouTube plus ou moins volontairement, d'ailleurs, puisqu'on sait qu'on y atterrit aussi. Quand on fait une recherche Google, les suggestions de vidéos... Google, c'est YouTube, donc YouTube, c'est Google. Voilà. Donc voilà, il y a quand même une quantité de Français qui le regardent tous les jours. Dites-nous, là on parle de nombreux youtubeurs, on a parlé dans ton corps, une internaute nous mentionnait Nota Bene, une chronique d'histoire en tout début de ce live. Dites-nous ce que vous regardez d'ailleurs, justement, pourquoi vous allez sur YouTube. Toi, t'as des préférences, Marie-Amélie ? Moi, mon gros crush du moment, on en a parlé avec Y penser, c'est sa série RL3. Après, tous discuter, est-ce que YouTube est une bonne plateforme pour la fiction ? Je peux glisser la question après, mais moi je suis très consommatrice de fiction sur YouTube et c'est typiquement le genre de choses, ça, où les premiers épisodes de Calls de Timothée Hochet qui sont aussi sur YouTube, c'est aussi le genre de choses que j'apprécie beaucoup. Voilà, si je dois faire 2 recos, je dirais les épisodes gratuits de Calls et puis RL3. Là, justement, on voit RL3, voilà, une conception de qualité technique et d'écriture, on peut le voir. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce type de contenu ? Est-ce qu'on peut en voir de plus en plus ? Ou est-ce qu'à ton avis, c'est dur aujourd'hui de faire de la fiction sur YouTube ? Alors, je pense qu'il y a une vraie volonté chez les youtubeurs de faire de plus en plus de fiction, d'explorer des formats différents. Là, j'en parle encore, mais Cyprien, c'est ce vers quoi il veut vraiment se tourner. Il essaye d'en faire de plus en plus, il essaye de faire des formats de plus en plus longs. Mister V, qui a longtemps fait des vidéos plus courtes, et là qui a fait du rap, qui a fait un album, etc. Il a fait un court-métrage il n'y a pas longtemps avec Flaubert et Vincent Tirel, que je recommande, que je trouve très intéressant et drôle même, tout simplement. Et voilà, un court-métrage de 21 minutes. Ce qu'il faut faire, il faut rester 21 minutes. Et c'est là que j'émettrais une limite, je pense. Pour la création de fiction, c'est peut-être plus compliqué de séduire les gens parce que ils n'ont pas forcément l'attention. Rester 21 minutes sur une vidéo, sur son téléphone, sur son ordinateur portable, c'est parfois compliqué. Et Cyprien le sentait bien quand il a fait ses courts-métrages ou sa fiction audio même. Les gens ne comprenaient pas forcément la fiction audio. Les gens ne comprenaient pas qu'il n'y ait pas d'image vraiment. Il y avait des dessins, mais on voit même sur les chiffres l'audience. Une vidéo où il fait apprendre des langues, un facecam assez simple entre guillemets, ça fait beaucoup plus de vues qu'un épisode de sa fiction audio ou qu'un court-métrage, ce genre de choses. Donc peut-être qu'il y a une petite frustration par rapport à ça, je pense, et d'autant plus que ça demande énormément de temps, ça demande de l'investissement. Là, on parlait d'y penser, même des financements de la part du CNC maintenant qui aide certains créateurs et créatrices à financer des projets plus conséquents. Donc effectivement, quand on se dit « Ah, les retours critiques sont bons, mais l'audience habituelle de sa chaîne n'est pas toujours là », est-ce que ça peut décourager ? Je ne sais pas. Après, il y a eu un contre-exemple assez fameux, c'est le film des Suricates, Les Dissociés, qui est sorti il y a quelques années et qui est aujourd'hui à plus de 6 millions de vues, ce qui est un vrai succès. Et puis il y a notamment Vincent Tirel qui fait partie de l'équipe. De mémoire, tu disais ça a même fait plus de vues que les films sortis en salle qui associaient des youtubeurs, c'est ça ? Ah oui, bien sûr, mais ça après, ça s'explique assez facilement. Là, c'est un contenu accessible gratuitement depuis son salon.
ce à quoi les gens sont habitués. Je suis pas sûr qu'ils soient prêts toujours à aller en salle pour payer des fois cher une place. Et c'est une consommation différente. Et donc je pense qu'il y a ça qui bloque peut-être aussi quand les youtubeurs essaient de sortir de YouTube. Là, on peut voir on peut voir un contenu de 2 heures. Il y avait également Benzaï, de la chaîne Benzaï Live, qui avait fait un long métrage pareil de plus d'1 heure sur sa chaîne YouTube. Moi, j'ai l'impression, quand on entend les FAQ, quand on regarde les réactions qu'ils ont, quand ils parlent dans les commentaires avec leur communauté, qu'ils font surtout ça, et c'est ce que nous disait d'ailleurs Bruce Benraman de Y penser pour prochain épisode des créatures du web, que il faisait ça plus pour le plaisir que pour un réel gain derrière, soit de popularité, d'audience ou d'argent. Est-ce que tu penses que c'est possible ça, de créer comme ça des productions juste pour le plaisir? C'est ce que dit un peu, je complète avec dans la série de Mathieu Sommet, la YouTube Héros, où l'espèce de cliché, c'est le type dans sa chambre qui rêve que d'un seul truc, c'est de faire une fiction, et on lui dit mais non, on fait des trucs qui conviennent à l'algo, ça marchera mieux. Oui, non, mais moi je suis convaincu, ils savent très bien que quand ils font une série de fiction, quand ils font des choses qui font plus de 20 minutes, ils savent très bien qu'ils vont toucher potentiellement moins de monde. Mais c'est juste qu'ils ont envie de montrer qu'ils sont pas juste des gens qui font du face caméra, qui sont des gens qui expliquent des notions de science. Ils veulent montrer qu'ils ont une palette de talents et de capacités beaucoup plus large. Donc ils font ça pour le plaisir, j'en suis sûr, mais aussi voilà, pour montrer qu'ils ont un peu plus à offrir. Moi, je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et même des gens, ils pensaient, on l'attendait peut-être pas forcément sur le terrain de la fiction. C'est juste que il a eu à un moment une idée, il a eu les moyens, il tournait sa série avec d'autres vidéastes assez connus. Il a eu sa chance, il l'a saisi, et je pense que ça lui permet de vraiment varier. Parce que c'est vrai qu'un format qui marche, qui est très demandé, qu'on nous redemande en permanence. Antoine Daniel, tout le monde attend son prochain What the Cut, mais a priori il n'en fera pas d'autres. Mais c'est très compliqué, c'est un risque en tout cas de sortir de là-dessus, mais je pense que c'est salutaire pour eux. De se dire que voilà, je peux faire autre chose, c'est une vraie respiration, je pense, pour certains. On le voit, un joueur du grenier également qui scénarise certaines de ses introductions, comme faisait Antoine Daniel à l'époque de What the Cut, avec parfois des segments qui doublaient presque la durée de la vidéo, juste pour l'introduction avant même la chronique. Et voilà, on sentait qu'il faisait ça juste pour aussi faire autre chose et apprendre un peu plus et continuer d'aller un peu dans leur retranchement sur YouTube. C'est super intéressant. J'ai une question personnelle pour vous. On va laisser Elisa. Exactement, voilà. Mais Elisa, dites-nous tout d'abord quels sont vos youtubeurs préférés à vous, si vous deviez citer votre youtubeur préféré peut-être. J'en ai parlé au tout début, et je crois que j'ai fait beaucoup de pubs, mais en tout cas c'est pas sponsorisé, mais c'est vraiment Copain du Web qui me fait beaucoup rire. Il a joué à des jeux vidéo récemment avec un monsieur qui s'appelle Crotel. Qui est son père, je crois. Voilà, et c'est très drôle, mais il fait des vidéos, c'est indescriptible comme chaîne, et je vous conseille d'aller voir. Regardez le dernier sur Witcher 3, très très drôle. Moi j'ai tout découvert d'un coup sous les recommandations de Julien Méniel de Dans ton corps. Et, voilà. J'ai tout dévoré pour le coup, et c'est vraiment génial. On attend de nouvelles vidéos. Pour toi, Marie-Amélie? L'enfer, un préféré, c'est juste pas possible. Allez, si pour le côté frais, et j'aime beaucoup ce que fait Juliette Tresanini et sur sa chaîne perso, sur la partie un peu plus fiction, pardon, je reviens à mes amours de fiction, et ce qu'elle fait avec Maud Bettina Marie dans Parlons peu mais parlons, qui est à l'origine une chronique plutôt sexo et qui parle pas mal de société aujourd'hui. Voilà. Moi, je devrais dire Karim Debache. Qui donc youtubeur, qui entre guillemets n'est pas youtubeur finalement, puisqu'il s'est fait découvrir sur les vidéos donc de jeuxvideo.com, qui n'étaient pas sur YouTube à l'époque. Il avait fait un carton à l'époque avec Crost qui mêlait cinéma et jeux vidéo, et ensuite on l'a trouvé, donc il a mis Crost sur là vous pouvez voir donc Parlons peu mais parlons, le choix de Marie-Amélie. Crost, vous pouvez le retrouver donc sur YouTube si vous ne connaissez pas cette série incroyable. Mais du coup, ce qui est intéressant, et tu peux peut-être nous en parler, c'est que Karim Debache, lui, il a choisi d'aller sur Dailymotion pour faire sa nouvelle série qui est tout aussi bonne, peut-être même meilleure, Chroma. Mais du coup, moi je suis un véritable fanzouz de Non, il a raison, c'est vraiment du contenu de super qualité. Oui, non, effectivement, il est allé sur Dailymotion, mais pour une raison simple, c'est parce qu'il a eu un accord avec Dailymotion qui lui a reversé de l'argent. Il s'est énormément reposé sur le financement participatif. Avec ses abonnés. Il avait touché, je crois, 1000% de la somme. Oui, voilà, avec une vraie communauté derrière. C'est délirant. Et il avait un contrat avec Dailymotion qui faisait que Dailymotion lui versait un peu d'argent aussi.
en échange de l'hébergement de ces épisodes sur la plateforme. Voilà, mais lui en fait, il n'avait pas besoin d'une plateforme qui facilite la visibilité. Il suffisait que sa communauté suive et il a pu faire le nombre de vues, je pense, qu'il espérait, parce qu'il avait déjà une communauté très bien implantée, quoi. Après, c'est vrai que maintenant, Dailymotion, même s'ils essayent de revenir, de convaincre des youtubeurs de revenir chez eux maintenant, c'est pas la plateforme idéale. Voilà. C'est bien parce que tu es télépathe et même sans avoir lu la question de Julien, tu lui réponds Dailymotion est-il vraiment fini ? Non mais j'ajouterais, non mais c'est important parce que là ils ont pris contact depuis quelques mois avec un certain nombre de youtubeurs pour leur proposer d'un point de vue tarifaire des choses plus avantageuses, une meilleure mise en avant, etc. En soi, ça peut être super intéressant. Ils répondent à plein de problèmes qu'a YouTube, mais derrière, est-ce que la communauté va suivre ? Je sais pas. Il faudrait que les gros youtubeurs commencent à dire bah écoutez, je vais publier maintenant sur Dailymotion, même et je publierai plus tard sur YouTube. Peut-être que là, les gens vont venir. Mais voilà. Et c'est peut-être d'ailleurs déjà en cours un événement assez rare, je n'ai jamais vu ça, Dailymotion étant en maintenance. Désolé Dailymotion, on voulait aller voir vos vidéos, mais c'est raté. C'est raté notre visite. On a pu faire un clic. Pas de chance. Ouais. Voilà, donc on regardera Chroma plus tard. Alors dites-nous d'ailleurs, je vois dans les commentaires vos questions. Lisa, vous, Julien également, si vous avez des youtubeurs favoris de vos cœurs. T'as vu la question de Clara ? On les prend avec c'est plaisir. Pas mal. Je te laisse l'énoncer qui est là en effet très intéressante. Qu'avez-vous à répondre à la génération de nos parents ? Alors je ne sais pas si c'est par rapport à nos âges ou j'en sais rien. Bref, à son âge. Qu'avez-vous à répondre à la génération de nos parents qui pensent que le métier de youtubeur n'a aucun avenir ? Eh bien, je dirais que simplement, il ne faut pas penser ça. Il faut être conscient que la carrière de youtubeur est extrêmement compliquée, voire extrêmement difficile d'accès. Je pense que c'est un des métiers les plus difficiles, pour lesquels on peut le plus difficilement en vivre. Après, c'est important de le dire, il faut que ça puisse rester une passion, il faut que ça puisse, que des gens, s'ils ont envie de faire des vidéos, s'ils ont une créativité à exprimer et que YouTube leur permet, ce qui est déjà, c'est ça à la base le but, il faut pouvoir les encourager, voire les accompagner pour être sûr que tout se passe bien, etc. Parce que des fois, des parents ne savent même pas que leur enfant est sur YouTube, voire devient une star. Ils découvrent quand il y a d'autres enfants dans la rue avec leur enfant, viennent demander un autographe ou un selfie. Donc ça, il faut peut-être parler le plus possible avec son enfant, être conscient de ce qu'il fait sur YouTube, s'il est en tant qu'abonné et en tant que peut-être vidéaste. Mais je pense que déjà, si on part avec l'idée que c'est une passion, c'est quelque chose à encourager. Voilà. Alors Julien nous donne son favori sur les internets. Lui c'est Amixem, donc là on est plus sur du streaming et du streaming jeux vidéo, mais c'est un excellent choix. C'est l'un des premiers Twitchers, je crois, Marie-Amélie. Je sais pas, Joker, mais Amixem, non. Amixem c'est YouTube et c'est... Ah alors attendez, je crois que j'ai confondu. Ah non, pardon. Oui, tu confonds avec dis qui ? d'énormes bêtises. J'ai Non, confondu avec Mister MV. Oui. Excusez-moi. Non, mais Amixem, qui fait des vidéos très différentes, aussi bien sur du jeu vidéo que des vlogs. Tout à fait. Il a beaucoup évolué sur ses contenus et maintenant il fait des contenus... Voilà, typiquement, là, c'est très intéressant cette vidéo. C'était un voyage donc, avec ses copains Vodka et Cyril. C'était une vidéo sponsorisée par Ubisoft pour le jeu Far Cry 5, je crois. Et ils sont partis dans le Montana. Ils ont filmé un petit peu leur voyage. Et c'était un contenu plutôt quali, je trouve, et qui, je crois, était en plus bien signalé. Enfin, que le partenariat était bien signalé. Faire la description de la vidéo. Ah voilà, donc ça c'est important, ça. C'est ce qu'ils font parfois d'ailleurs. Soit ils le précisent en introduction de la vidéo, disant je vous le signale que cette vidéo est sponsor. Soit ils Merci le font à Ubisoft dans la première phrase de description. Voilà. C'est déjà pas mal, pas dans la vidéo aussi. Et je crois qu'ils le disent en plus dans la vidéo. Mm. Oui, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de cliquer sur voir plus pour voir que c'est quelque chose de sponsorisé, donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien signalé. Mais peut-être vers la version plus polémique, est-ce qu'on connaît des histoires peut-être de sponsors qui seraient mal passés vis-à-vis de l'opinion ou de problèmes dans ce sens-là ? Ah bah il y a le fameux clip, c'était il y a quelques années maintenant, mais le fameux clip de Norman sur Assassin's Creed, je crois que c'est Assassin des Templiers, le nom de la vidéo. Là maintenant, c'est... Voilà, donc c'est ça, c'est la première. Si on regarde en description, en gros, voilà, vidéo produite par Ubisoft inspirée de l'univers du jeu vidéo Assassin's Creed. Au début, c'était pas du tout indiqué comme ça, c'était vidéo inspirée de l'univers du jeu Assassin's Creed.
Et il a fallu qu'un peu des articles sortent pour que la légende évolue. La description évolue. On peut retrouver les anciennes versions sur Internet. C'est assez drôle de voir comment ils ont fait évoluer la signalétique. Mais même aujourd'hui, Norman, il a fait sa vidéo sur Stranger Things. Il faut aller tout au fond de la description. Et encore, pour voir que Netflix était impliqué. Mais encore, on voit, c'est indiqué merci à Netflix d'avoir aidé à réaliser cette vidéo, je crois. Ce qui, pour moi, n'est pas tout à fait clair non plus. Voilà, chacun peut se faire... C'est là, donc du coup, ce n'est pas indiqué. Là, voilà, il faut faire... C'est son droit, hein, pour le coup. Il a le droit, mais c'est vrai que ça peut être mal perçu par certains. Il faut aller tout en bas pour trouver... Il est tenu de le dire, non Il est tenu de le dire. Quand il y a un partenariat, on est tenu de le dire. Et en fait, la notion, et certains jouent un peu là-dessus, il faut que le public comprenne que c'est un partenariat. Et là, on peut dire tout, et on peut penser ce qu'on veut. On peut dire, mais si le public est intelligent, il sait très bien que c'est un partenariat. Moi, je suis pas sûr. Hein. Moi, je l'ai montré cette vidéo à des étudiants, à des lycéens, et ils n'étaient pas aussi affirmatifs que ceux qui ont fait la vidéo. Donc bon, voilà, chacun libre à chacun de voir ce qu'il veut, mais pour moi, c'est une question qui se pose encore, et on le voit même chez Norman. Restons... Ah oui, pardon. Julien, qui nous suit depuis tout à l'heure, rappelle le formidable clip de Squeezie sur les placements de produits. Il en avait même fait un clip, oui. Oui, voilà, il avait fait... Avec qui des choses, je sais plus. Peut-être avec Maxence, je crois. Avec Maxence, pardon. Voilà, exactement. Ils avaient un peu ironisé là-dessus. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abonnés qui hurlent tout le temps au placement de produits. Des fois, ils ont raison, des fois, pas forcément. Enfin, et je pense que pas mal de youtubeurs en ont un peu assez ou n'assument pas forcément encore de vivre vraiment de ça et d'avoir besoin de ça. Donc ça évolue maintenant, voilà, ils en rigolent, c'est déjà ça, mais il y a des progrès. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'avec YouTube et justement la mise en avant maintenant des milliers de personnes qui suivent 1 millier de personnes, vraiment une différence de proportion et donc un vrai pouvoir médiatique de ces personnes, on redécouvre, je trouve, un petit peu ce qu'avaient compris à l'époque les générations peut-être de nos grands-parents quand la télé a commencé à se mettre un petit peu sur le devant de la scène. Aujourd'hui, non, on a les mêmes contraintes avec le placement de produits, la publicité, la question de la censure, de la liberté de parole. On retourne un petit peu sur les origines du débat, sur les médias en lui-même, liés à la vidéo et à l'image, quoi. Oui, puis c'est marrant parce que les télévisions et les grands groupes médiatiques ont récupéré beaucoup de youtubeurs. TF1 a son network, Studio 71, qui produit pas mal de vidéastes. M6 a Golden Network avec Golden Moustache et Rose Carpet, où était Enjoy Phoenix pendant un certain temps. Donc c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent, mais comme maintenant c'est sur Internet, d'un point de vue juridique, c'est encore un peu compliqué. Et là, on l'a vu il y a quelques jours sur le travail des enfants. Il y a beaucoup de chaînes où il y a des enfants qui font des vidéos, c'est leurs parents qui les chapeautent, mais est-ce que c'est du travail dissimulé ? Pour moi, oui, parce qu'ils font peut-être des fois une vidéo par jour, ça leur prend du temps, etc. Et là, il y a des journaux qui en parlaient, notamment Le Monde, qui disaient que voilà, il y a une association qui veut alerter là-dessus pour qu'on puisse légiférer, parce que sur Internet, c'est encore un peu flou aussi de ce point de vue-là. Pour rester dans la partie peut-être scandaleuse, c'est un des points que tu abordes dans ton livre notamment. Que penses-tu justement des derniers il y a eu beaucoup là ces derniers temps d'événements sur YouTube justement qui ont fait polémique, soit de caméras cachées révélées être en fait de fausses caméras cachées, ou alors de débordements par certains youtubeurs, soit américains, soit français, dans certains de leurs vidéos qui filmaient des choses qui n'étaient pas censés filmer. Les Logan Paul et compagnie. Exactement, Logan Paul, hein, ce youtubeur américain qui avait filmé de loin, en tout cas dans les environs, le corps d'une personne suicidée au Japon. Voilà. C'est vrai que c'est dur d'encadrer ces personnes. Est-ce qu'il faut les encadrer du coup ? Moi, ce qui me marque, c'est que Logan Paul, jusqu'à ce jour-là, c'était vraiment une vedette YouTube. C'était YouTube le mettait en avant. YouTube, chaque fin d'année, sort une vidéo un peu compilation avec tout un tas, le YouTube Rewind, où on voit les plus grosses vedettes mondiales de YouTube apparaître dans ce clip, danser, chanter, etc. Et Logan Paul était dedans. Quelques jours plus tard, sa vidéo sortait et là, YouTube l'a enlevé de son programme partenaire. C'est-à-dire que jusque-là, il avait un lien privilégié pour les publicités. Et tout d'un coup, parce qu'il y a eu une polémique mondiale, là, ça n'allait plus. Et ce qui est marrant, c'est que quelques mois plus tôt, il faisait croire à ses abonnés depuis une chambre d'hôtel qui se faisait tirer dessus, qui mouraient devant les abonnés qui attendaient en bas de l'hôtel. Et ça, à l'époque, pas grand monde n'avait réagi. C'était plutôt bien passé. Il y avait autant de publicité devant ces vidéos. Donc il y a quelque chose d'assez paradoxal
Je coupe juste une seconde parce que Julien dit avez-vous vu le scandale de youtubeur qui a filmé un cadavre dans la Suicide Forest? C'est justement ça qu'on parle. C'est exactement ça, voilà, Logan Paul, donc un des frères Paul qui est un des. On va pas mettre la vidéo, mais on va en tout cas vous montrer, parce que je crois en plus que la vidéo avait été censurée, mais peut-être montrer la chaîne. Elle a été censurée après un certain temps, et là encore, la vidéo avait eu le temps d'accumuler plusieurs millions de vues avant que YouTube ne réagisse. Et elle a été réuploadée derrière sur plein d'autres chaînes. Partout, voilà. Donc là, la fameuse, en gros, c'est la vidéo qui est toujours là, et là, ça n'avait pas posé de problème à l'époque. Donc bon. Le scandale, c'est uniquement quand il y a une prise de conscience collective que YouTube s'y attaque. Malheureusement, c'est comme ça. Mais je pense que maintenant, des Logan Paul qui vont émerger, il y en aura peut-être moins. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que le public devient de plus en plus attentif à ce genre de contenu. Il y a JP Eldin sur Le Figaro qui nous dit que ça manque les chaînes sur le monde du spectacle vivant. Parce que c'est quelque chose qui se déguste sur place, pas en boîte. Par contre, retrouver les vidéos des anciens artistes, c'est génial. Alors c'est vrai que j'avoue, je suis pas de chaîne sur le spectacle vivant. Et toi ? Pas vraiment non plus. Il y en a sur la musique classique. Il me semble, je crois, il y a une chaîne qui s'appelle Révisons nos classiques, qui parle de musique classique, si je me trompe pas. Il y a moyen. Encore une fois, il y a vraiment. Il y en a pour tous les goûts. Hier, je regardais une vidéo de quelqu'un qui parlait de trading, qui expliquait, qui faisait de la pédagogie un peu sur le trading, etc. Après, effectivement, le spectacle vivant, en fait, il faut voir YouTube vraiment comme un endroit de culture populaire, où on va retrouver plus facilement des contenus qui, ailleurs, fonctionnent. La beauté, la fiction, l'humour, les jeux vidéo, c'est vraiment le terrain de la culture populaire. Donc la culture plus classique... avec le théâtre, peut-être parce que le public est différent aussi, va peut-être avoir moins de visibilité, mais il existe. Vous pouvez sans problème, je donne un exemple à part, mais si vous voulez faire du jardinage aussi, il y a moyen. Si vous voulez faire du tricot, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Voilà, il y a des tutos, cours pour faire exactement ce que vous voulez. Donc voilà, donc effectivement, je pense que c'est là, c'est présent, ce genre de contenu. Il faut juste pouvoir creuser et tomber dessus, parce que l'algorithme n'aide pas toujours. Ça, c'est pas forcément ce qui va se retrouver en numéro 1 des tendances, sauf s'ils le font en jouant à Fortnite. C'est ça. Okay. Parler de musique classique en jouant à Fortnite, je pense que c'est le meilleur moyen de... Ça peut être intéressant. Apprendre à faire du tricot, du coup, en jouant à Fortnite également, peut m'intéresser. Je pense que je point accordéon, évidemment. Tout à fait. C'est pour ça que je mettais cette vidéo, c'était pour voir si vous étiez au fait. On arrive bientôt à la fin de ce live. Si vous avez encore une ou deux questions, n'hésitez pas à les poser à Vincent Malinev, spécialiste YouTube, journaliste. D'ailleurs, moi j'avais une question personnelle qui concerne les médias, les journaux. Nous sommes tous journalistes. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de la couverture par les grands médias généralistes français, par exemple, de YouTube, des youtubeurs, de leur actualité? Est-ce que vous pensez qu'elle est encore suffisante? Je commence. Oui et non. Non, parce qu'en volumétrie, c'est un peu bizarre vu le nombre de gens que ça intéresse, le temps qui est passé. Clairement, il y a beaucoup plus de choses à faire. Après, ça s'explique parce que finalement, ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de mettre une étiquette youtubeur à tout le monde et dire que ils se ressemblent tous, c'est hyper bizarre, quoi. C'est plus facile exactement. Et c'est marrant d'avoir cette étiquette finalement journaliste spécialisé YouTube, parce qu'en fait, quelqu'un qui va parler d'un contenu d'y penser, pour dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être plutôt le service science qui serait pertinent à aller s'intéresser à ce qu'il fait, là où les contenus humour sont peut-être plus intéressants, décryptés par un service culture. Voilà, c'est le temps que probablement les services et les spécialistes de chacun des domaines sachent s'approprier ce médium-là, ça qui passe n'aurait dans pas... les usages des journalistes. Voilà. Et après, moi je pense sincèrement que moi je vois YouTube vraiment comme un média, comme la télévision, comme la radio. Et comme il y a des spécialistes de radio, des spécialistes de télévision qui regardent tout un tas de contenus différents à la télévision, je pense qu'il peut y avoir vraiment des gens, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire un petit peu, qui s'intéressent de manière large à YouTube en tant que média à part entière. Et après, pour répondre à ta question, juste simplement sur le traitement médiatique actuel, c'est vrai qu'il y a eu souvent tendance à avoir un traitement qui concernait soit les polémiques,
soit un peu des clichés sur le public, les selfies, les cris, l'espèce de phénomène YouTube, etc. Soit le côté argent, business, parce que comme c'était un nouveau monde, les journalistes sont devenus un peu curieux, savoir comment on pouvait en vivre ou pas, et les youtubeurs, eux, se braquaient un petit peu, parce qu'on leur posait pas forcément les questions de la bonne façon, de la bonne manière, je pense. Et donc il y a eu un peu une certaine forme de traitement. Après, je trouve qu'aujourd'hui, ça évolue énormément. Par exemple, Le Monde, il y a une journaliste, même deux, qui travaillent au service Pixel, et qui travaillent énormément sur les questions de YouTube. Et ils sont en train de sortir là, toute une série d'articles là-dessus, sur la question des enfants sur YouTube. Il y a ça, il y a Ozarok qui font pas mal de papiers aussi, d'interviews super intéressantes. Je pense qu'il y a de plus en plus de considérations Une émission de Mouloud Achour aussi, avec Click, voilà, qui fait venir aussi beaucoup de... dedans. Et puis vous, par exemple, au Figaro, vous faites les créatures du web, ce qui est, je trouve, super pour avoir des conversations longues, posées, sérieuses, avec tout un tas de créateurs qui n'avaient peut-être pas eu cette opportunité-là dans des gros médias, en tout cas. Alors on avait justement une question, une dernière question. Je pense qu'ensuite on pourra arriver au terme de ce live, de Julien qui nous demandait comment étaient gérés, là c'est très technique, les droits d'auteur sur YouTube. Est-ce qu'il y a des droits d'auteur? Il est plus fort l'algorithme de Oui, YouTube pour les... Oui, si on utilise une musique et qu'on ne le déclare pas, on peut être striké, c'est-à-dire avoir un avertissement, on peut nous empêcher d'utiliser certaines images. Les youtubeurs entre eux, ils peuvent se signaler s'ils ne sont pas contents que d'autres youtubeurs utilisent des extraits de leurs vidéos, ce genre de choses. Après, les droits d'auteur, et maintenant il y a la SCAM, la SCAM, où les créateurs de fiction notamment peuvent aller s'inscrire et déclarer les vidéos pour lesquelles ils sont auteurs, pour lesquelles ils réalisent, et donc toucher un peu d'argent en fonction du nombre de vues. Et donc ça, c'est super intéressant aussi, ça peut être une source de revenus parallèle assez intéressante. Mais oui, sinon, les droits, oui, normalement, on peut pas déclarer. Mais il y a l'exemple d'Usul qui, lui, s'en fiche complètement. Il utilise tous les extraits de l'INA, de la télévision qu'il veut. Il monétise pas. Donc a priori, on le laisse à peu près tranquille. Alors, mais YouTube, je crois du coup qu'il est employé par Mediapart ou il fait juste des vidéos. Alors non, ça c'était pour sa série Mes chers contemporains. Ah oui, d'accord. Maintenant avec Mediapart, c'est différent. Mais sur sa série Mes chers contemporains, oui. il s'en fichait complètement et il disait si on prend mes vidéos à moi, c'est comme ça et voilà. Mais, Julien prolonge en disant que ce qui l'intéresse aussi, c'est de savoir sur les films et les séries qui sont uploadés sur YouTube. Là, pour le coup, je crois qu'en théorie, c'est un peu plus regardé. C'est un peu plus compliqué. Après, il y a des moyens de détourner en mettant pas forcément le titre exact du film pour pas être repéré par les robots, en mettant un cadre autour de la vidéo, mais ça certains médias le font en l'agrandissant, en la plaçant dans un pack flou, en le mettant en miroir, ce genre de choses. Il y a des moyens un petit peu de tromper un peu les robots, mais effectivement c'est un peu plus rare. Ce qui est intéressant des fois, c'est qu'on voit aussi il y a des lives qui sont lancés et qui diffusent des épisodes en boucle des Simpsons. Tout à fait. C'est arrivé déjà, je suis déjà tombé là-dessus. Et là, a priori, des fois c'est même atterri en tendance. Je sais plus, il y avait des vidéos qui étaient très très vues. Voilà, mais en général c'est pas facile de diffuser des films en tant que tel sur YouTube. Et la plupart, à chaque fois, c'est genre quand on tape titre de film, film entier, c'est souvent pas vrai, ça ramène vers des liens en description, vers des plateformes de téléchargement illégales. Prenons un film au pif, on va aller voir ça, voilà, mais c'est vrai que c'est très facile à retrouver si on fait download ou voilà, comme ça. Voilà, on va se retrouver avec donc un lien qui nous fait croire qu'on peut regarder le film, le lien dure 1h52. Est-ce qu'on peut voir le film ? Non, voilà, en fait, c'est un faux lien qui nous redirige vers un lien, même pas, alors là, même pas. C'est vraiment pour prendre du clic, quoi. Ça fait partie des... Mais il fait 130 000 vues avec ça. Il fait 130 000 vues quand même. Eh oui, non, mais s'il monétise, peut-être qu'il gagne un petit peu d'argent comme ça aussi. Voilà, nous écoutez, on va vous laisser, on vous remercie beaucoup. Encore une petite question ? Je vais faire un teasing pour Mathieu, qui dit, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais l'un des problèmes, c'est l'algo, qui enferme dans des bulles. Alors déjà, on va renvoyer vers le livre de Vincent, si tu peux nous citer le titre exhaustif, parce qu'on ne l'a pas fait depuis le début, c'est pas bien. C'est vrai. Non, le titre, ça s'appelle YouTube derrière les écrans. Il y a un sous-titre un peu aguicheur qui dit « Ces artistes, ces héros, ces escrocs ». Et c'est aux éditions Le Mieux. Voilà. Je ne l'ai pas retrouvé. Je suis pas sûr que je sois encore suffisamment. Si, il est là, c'est le premier lien. Premier lien, voilà. Tout à fait.
Donc, Voilà. Parfait. Donc, c'est celui-là, voilà. Donc, C'est ça. il y a la réponse pour Mathieu. Et puis, s'il est un peu plus patient, et si Thibaut et moi tenons nos promesses Le et nos rythme envies, on aussi. aimerait bien faire un hors-série sur l'algo. Sur l'algorithme Pour, de YouTube, pour, tout à fait. pour en Avec parler un longuement. petit All-Star Game qui témoigne de ça, avec François Descraques, Julien Méniel, Bruce Bannerman, toutes les personnes que vous pouvez voir en tendance, Julien Méniel est en tendance aujourd'hui, qui témoignent justement, qui disent ce qu'elles pensent de l'algorithme de YouTube. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous Julien, vous êtes resté tout au long. Merci à vous Maud également, vous êtes resté tout au long de l'émission avec nous. Merci à vous Super de sympa. nous avoir regardés. Nous on se retrouve très vite pour un live. On peut se retrouver également dans les créatures du web que vous pouvez voir juste derrière nous. Vous retrouvez sur YouTube mais également sur le site du Figaro, avec à venir la semaine prochaine l'auteur de la série Y penser sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à retrouver Vincent Manilev, donc journaliste et spécialiste de YouTube qui vient d'ouvrir de lancer un livre sur YouTube. Merci Et en podcast de nous avoir sur rejoints. NoTube. Chez Binge Audio, la Voilà. boîte la boîte Binge Audio qui produit mon podcast qui s'appelle NoTube. Merci Voilà. beaucoup. N'hésitez pas à le retrouver sur Twitter et sur ces différentes plateformes. Merci Marie-Amélie d'avoir co-animé ce live et de nous avoir apporté tes lumières en social media, en connaissance de YouTube et des internets. Voilà. Et nous on se retrouve très vite pour un nouveau live.